Allez, c'est parti sur Boursorama pour un nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vous parle du retour de l'inflation et de son impact, parce qu'il y en a un sur vos placements, notamment vos placements obligataires. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Déjà en préambule, on est peut-être en train de changer d'air. Après 40 ans de désinflation, des baisses des taux d'intérêt, peut-être qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer comme ça sous nos yeux. Oui, la période est très intéressante. Il y a quelques signes avant-coureurs de changement effectivement de grandes tendances structurelles, notamment la globalisation qui a commencé dans les années 90 et qui a été une formidable force désinflationniste pour le monde. Il faut se rappeler que la Chine est rentrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Ça a doublé la population de travail mondiale et ça a été une force incroyable de baisse des coûts, une grosse manœuvre, pas chère. Voilà. Et là, ça fait qu'on a pu s'acheter tous plein de biens. Pas trop cher. Oui, mais là, la démographie s'en mêle un petit peu. Maintenant, c'est une population, et pas qu'en Chine, qui vieillit, population en âge de travailler qui vieillit. Les retraités consomment. Donc vous pouvez avoir effectivement une hausse des salaires, en tout cas, une tendance qui s'inverse sur les salaires qui n'ont arrêté de baisser sur la partie production manufacturière depuis des années. Donc ce qui veut dire que encore une fois, on ne va pas sombrer dans une valse des étiquettes, dans une résurgence inflationniste avec des prix qui vont galoper et à deux chiffres, en hausse à deux chiffres. Non, on est sur une nouvelle tendance des prix en rythme de croisière qui sera un peu plus élevé. C'est vraisemblable. Donc, nous pensons que chez Tikehau que l'inflation qui est actuellement, que tout le monde considère comme transitoire, elle pourrait être un peu plus permanente, notamment avec ces grandes tendances structurelles. On a parlé de la démographie, mais il y a aussi le coût de la révolution verte, par exemple. Qui effectivement pousse les prix de l'énergie à la hausse. À supposer que vous ayez raison, si ce rythme d'inflation est plus élevé, ça veut dire que les taux d'intérêt eux aussi vont devoir être sur une tendance un peu plus élevée aussi. Et ça, c'est pas sans impact sur les portefeuilles. Non, c'est pas sans impact parce que effectivement, les banques centrales sont à la manœuvre depuis plusieurs années. C'est un marché qui est administré. Elles ont gardé des taux extrêmement bas, notamment en achetant des obligations d'État ou des entreprises les plus mais elles pourront rester solides à la manœuvre aussi, essayer de conserver, pas ad vitam aeternam, mais peut-être encore très longtemps les taux bas. Si elles sont à la manœuvre, pourquoi elles ne resteraient pas justement derrière en administrant notamment les taux de marché indirectement? Oui, effectivement, elles peuvent le faire. Ça aura un coût à un moment pour la Banque centrale et donc probablement pour les budgets d'État. Mais effectivement, elles peuvent continuer un petit peu à garder des taux extrêmement bas face à une inflation qui pourrait monter, mais elles ne pourraient pas le faire très très longtemps. Donc il est vraisemblable qu'elles soient obligées à un moment de relever les taux d'intérêt pour combattre cette inflation, en tout cas pour la garder à des niveaux qui seront raisonnables et sous contrôle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait quand on a une obligation dans son portefeuille, l'évolution de l'obligation dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt remonte, le cours de l'obligation qu'on a en portefeuille se dévalorise. Donc on se dit spontanément, hop, je bazarde, je sors, je me déleste de ces obligations. C'est une réaction spontanée qui est bonne ou pas? Oui, ça me paraît avoir du sens. En tout cas, dans les 10 dernières années, il y a eu une performance assez spectaculaire quand vous aviez un portefeuille obligataire composé d'emprunts d'État ou d'obligations des sociétés les plus solides. Vous avez fait une très bonne performance. Sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, d'ailleurs, on pourrait dire ça aussi. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Et là, avec des taux à zéro ou négatifs, il y a une sorte d'asymétrie qui se crée. Est-ce que les taux peuvent continuer à baisser face à une inflation qui pourrait remonter un peu? La réponse a priori, c'est non. Difficile de penser ça. Donc il est vrai, il est assez sage de penser que dans les 10 prochaines années, une inflation qui monterait un petit peu, ou beaucoup, mais plutôt un petit peu, les taux suivraient et donc effectivement le prix de vos obligations baisserait. Voilà. Donc pour ceux qui en ont portefeuille, le conseil c'est de dire on bazarde tout, on enlève les obligations de son portefeuille. Non, après il faut discriminer un petit peu. Oui, parce que dans les obligations, il y a beaucoup de choses. Vous avez ces obligations de très bonne qualité au sens sans risque de défaut, vous serez garanti obligations d'État, souveraines. Voilà. En revanche, vous avez aussi les obligations d'entreprises qui ont choisi d'être endettées pour accompagner leur croissance. Et là, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a pas mal de boulot d'analyse, parce que toutes ne sont pas probablement
des très bonnes entreprises, mais un certain nombre. Et si on prend, pardon, je vous coupe, mais si on prend les multinationales les plus connues, ouais. Elles, pour le coup, les rendements associés à leurs obligations ne proposent pas un taux d'intérêt qui est spécialement intéressant. Non, mais c'est pas du tout intéressant. Ouais. Donc celles-là aussi, on les... Celle-là aussi, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'une obligation à taux zéro, ça va vous rapporter rien du tout, bien sûr, mais en plus, ça ne vous protège pas déjà contre l'inflation qui existe. Donc il faut chercher des obligations dont le taux d'intérêt proposé est supérieur à l'inflation actuelle ou envisagée. Et là, vous avez un certain nombre de sociétés dites à haut rendement, mais les choses que vous connaissez. Mais qui dit haut rendement dit haut risque aussi. Ah oui, ça a deux parts. Alors, effectivement, il y a plus de risques de ce qu'on appelle le crédit, possibilité de défaut éventuellement. Mais là, c'est tout l'objet d'une recherche et d'une analyse très fine pour ne pas être dans ces émetteurs-là. On estime qu'il y a un certain nombre d'émetteurs de sociétés dites zombies qui ne peuvent pas supporter une hausse des taux d'intérêt. Leur charge financière serait trop haute par rapport à leur capacité opérationnelle qui sont déjà assez moyennes. Donc c'est là aussi on les écarte. Celle-là, il faut les Donc il reste éviter. qui alors? Une obligation d'entreprise, donc au rendement, donc ça veut dire des sociétés qui ont une santé financière plus fragile que des grandes multinationales, mais qui ont pignon sur eux, qui sont qui restent de bonne qualité dans l'absolu. Oui, qui ont effectivement, qui sont plus endettés que des grandes multinationales par rapport à leur capacité de production de cash flow, par exemple, ou de résultats, ou de marge. Effectivement, là, vous avez un certain nombre d'entreprises là-dedans à haut rendement qui sont des entreprises qui ont choisi d'être endettées. Alors lesquelles, par exemple? Il y a plein d'enseignes que vous connaissez. En bas de chez vous, vous avez du Picard, vous avez du Alain Flelou, vous avez du Casino, le distributeur alimentaire, vous avez aussi du Loxam, la location de matériel de construction. Et ça offre en termes de rendement ça offre, vous avez entre 3 et 5% par an ouais. De coupons. De coupons et de performance. Et ça, nous considérons que c'est des entreprises qui sont tout à fait investissables. Il y a beaucoup de travail, attention. Il faut pas se planter sur le choix de l'entreprise, pour le coup. Oui, autant sur un emprunt d'État, il n'y a pas de risque de défaut. Donc, en tout cas, sur les États européens, il n'y a pas de risque de défaut. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés si le taux est intéressant, sans risque de défaut. Là, sur les entreprises privées qui ont choisi d'avoir de l'endettement et c'est assumé, là, il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, d'analyse. Ouais. Après, on finit là-dessus. Jean-Marc, mais on se dit que le jour où les taux d'intérêt remonteront, notamment sur les obligations souveraines, je prends le cas des États-Unis parce que c'est là où le taux facial est le plus élevé, mais on est à 1,5% sur le 10 ans américain. Le jour où on passe à 2,5%, ça redonnera de lustre et de l'attrait aux obligations souveraines américaines. On n'y est pas encore une fois, mais... On n'y est pas, on revisitera à ce moment-là, mais effectivement... Ce sera revu d'ici là. Sur votre obligation à 10 ans américaine, si le taux passe de 1,5% à 2,5%, le prix de votre obligation va baisser de 8-9%. Oui, mais je pensais à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. Ceux qui en ont en portefeuille, des obligations souveraines américaines, eux, pour le coup, ils se prendraient potentiellement une perte de 7 à 8%. Mais je pense, dans 1 an, dans 2 ans, le jour où les taux souverains américains à 10 ans seront à 2,5%, s'ils le sont d'ailleurs, de nouveau, ça sera intéressant d'aller en acheter pour le coup. Oui, ce sera intéressant. Mais actuellement, il y a cette asymétrie où ce n'est pas intéressant pour un portefeuille obligataire de porter ça. On a souvent coutume de dire chez Tikeo que les taux bas ont agi comme un vent arrière sur un peloton cycliste. Ça pousse tout le monde. Ça pousse tout le monde, il reste groupé, compact, tout va bien. Quand le vent tourne et qu'il vire de face, là, vous avez les plus forts, les plus en forme qui restent, qui passent devant, les plus fatigués. Et c'est sur eux qu'il faut miser. Et c'est sur eux qu'il faut effectivement miser. Oui. La discrimination positive pour le coup dans ce cas de figure. Merci en tout cas. Explication signée Jean-Marc Delfieux. Merci Jean-Marc. Merci David. Valeur ajoutée revient sur Boursorama la semaine prochaine.